Le son perçant du réveil déchira le silence du petit appartement à 4h30 du matin. Antoine Moreau n'en avait pas vraiment besoin. Il était éveillé depuis des heures, les yeux fixés sur le plafond écaillé où une auréole d'humidité, tel un continent de chagrin, s'élargissait à chaque jour de pluie, tout comme ses dettes. Il s'assit au bord du lit, ses muscles protestant après une autre nuit mal dormie. Le miroir de la salle de bain révéla un homme de 45 ans qui en paraissait près de 60, des cheveux grisonnants prématurément, des cernes profonds et des rides qui n'existaient pas 2 ans plus tôt, à l'époque où Isabelle était encore en vie. « Aujourd'hui, ce sera différent », murmura-t-il à son reflet, répétant le mantra quotidien qui n'était devenu qu'un autre mensonge qu'il se servait pour traverser les heures. Ses doigts effleurèrent l'alliance qu'il portait toujours, un rappel constant de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il lui restait à payer. Le petit déjeuner était toujours le même, du pain rassis et du café soluble. Tandis qu'il mâchait machinalement, ses yeux parcouraient la pile de factures sur la table de la cuisine. Au sommet, en lettres rouges qui semblaient hurler, se trouvait la lettre d'expulsion. Dernier avis. Délai, 72 heures. Antoine ferma les yeux, mais les mots restèrent là, gravés dans sa rétine comme l'enseigne au néon, lisant « Taxi parisien, 24h24 » qu'il attendait dehors. 3 jours, 72 heures pour trouver 5 000 € de loyer en retard, ou il serait à la rue. « Tu aurais dû vendre le taxi quand je te l'ai suggéré, Antoine. » La voix d'Isabelle résonna dans sa mémoire, issue d'une conversation 3 ans plus tôt. Nous aurions pu utiliser l'argent pour le traitement. Et de quoi vivrais-je après ? Avait-il répondu, lui tenant la main sur son lit d'hôpital. Non, mon amour. Je vais faire un prêt. Tu verras, tout s'arrangera. Mais rien ne s'était arrangé. Le prêt était venu avec des taux d'intérêt astronomiques, le traitement expérimental avait échoué, et maintenant il était enseveli sous des dettes qui grandissaient comme la tache sur son plafond. Il attrapa les clés de son taxi, une Peugeot 508 de 2015 qui avait connu des jours meilleurs, et descendit les escaliers de l'immeuble, évitant l'ascenseur en panne depuis des mois. Au rez-de-chaussée, Madame Michaud, la concierge, l'attendait tel un vautour. « Monsieur Moreau », commença-t-elle de son ton faussement mielleux. « À propos du loyer. »« 3 jours, Madame Michaud. »« Je sais, » la coupa-t-il, continuant son chemin sans s'arrêter. Le garage de l'immeuble sentait le moisi et le désespoir. Son taxi, autrefois blanc, avait maintenant une teinte jaunâtre qu'aucun lavage ne pouvait enlever. Quand il tourna la clé, le moteur toussa 3 fois avant de démarrer, une autre chose nécessitant une réparation qu'il ne pouvait se permettre. La ville s'éveillait à peine sous un ciel lourd de nuages sombres. À la radio, le météorologue annonçait l'approche d'un front froid, avec des prévisions de fortes pluies et de brouillard pour la nuit. Antoine jura à voix basse. Des nuits comme celle-là signifiaient moins de courses, des conducteurs plus prudents et des rues vides. À la station-service Total, sa carte de crédit fut refusée 2 fois avant de finalement passer à la 3e tentative. Plafond de crédit presque atteint, Antoine, l'avertit Thierry, le pompiste qui le connaissait depuis des années. Fais attention de ne pas tomber en panne. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber alors qu'il se garait à la station de taxi. Il était l'un des rares chauffeurs à encore tenir bon. La plupart étaient passés aux applications de VTC, mais Antoine refusait. Ces applications sont la mort du taxi traditionnel, disait-il souvent, bien qu'il sût que son entêtement lui coûtait cher. Alors qu'il attendait ses premiers clients de la journée, son esprit vagabonda vers le tiroir de la commode à la maison, où il gardait l'album de mariage. Sur chaque photo, Isabelle souriait, ses yeux verts brillants de la promesse d'un avenir désormais perdu à jamais. La radio du taxi crépita. Attention à toutes les unités. Les prévisions annoncent un brouillard épais ce soir. La circulation sera restreinte dans le col de montagne. Je répète. Antoine regarda le ciel à travers le pare-brise maculé. Les nuages s'assombrissaient, tout comme ses perspectives d'avenir. Ses doigts tambourinèrent sur le volant usé, calculant mentalement. Il lui fallait au moins 15 bonnes courses pour couvrir une partie du loyer. Avec un temps pareil,
Ce serait un miracle d'en avoir 5. Son téléphone vibra. Une autre facture impayée sur l'écran fissuré. Son application bancaire affichait son solde, 47,23 €. Même pas assez pour un plein d'essence. Une plus forte rafale de vent secoua la voiture, apportant plus de pluie et le souvenir de sa dernière conversation avec Isabelle. « Promets-moi que tu iras de l'avant », avait-elle plaidé, sa voix déjà faible. « Promets-moi que tu prendras soin de toi. »« Je te le promets », avait-il menti, lui tenant la main jusqu'à son dernier souffle. Maintenant, 2 ans plus tard, le seul chemin qu'il semblait suivre était la route vers la ruine complète. Le taxi, autrefois son gagne-pain, s'était transformé en une ancre l'entraînant vers le fond, mais c'était aussi son dernier lien avec sa vie d'avant, avec des années de travail honnête aux côtés d'Isabelle. La pluie s'intensifia, transformant la ville en un flou gris à travers le pare-brise. Antoine mit les essuie-glaces à pleine vitesse, regardant les gouttelettes être balayées d'avant en arrière, comme ces dernières lueurs d'espoir. « J'ai juste besoin d'une chance », murmura-t-il pour lui-même, les yeux fixés sur la rue de plus en plus vide. Juste une chance de renverser la situation. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette chance était sur le point d'apparaître, enveloppée de brouillard et de flammes, apportant bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Mais pour l'instant, tout ce qu'Antoine pouvait faire était d'attendre, piégé entre ses pertes passées et un avenir incertain. Alors que la tempête approchait, la radio crépita de nouveau, cette fois plus urgemment. Attention à toutes les unités. La visibilité se dégrade dans la zone du col de montagne. Chauffeur, procédez avec une extrême prudence. Antoine ajusta le rétroviseur, fixant ses propres yeux lasses. Quelque part dans la ville, au milieu de la pluie battante, son destin était sur le point de changer radicalement. Mais à cet instant, il n'était qu'un autre chauffeur de taxi, au bord du gouffre, comptant les minutes et les gouttes de pluie, espérant une course qui pourrait sauver sa journée, ou sa vie. La nuit avait déjà avalé la ville, quand la radio du dispatch crépita enfin avec autre chose que des avertissements de brouillard. Antoine était presque en train de s'assoupir, bercé par le son monotone de la pluie sur le toit du taxi. « Unité 247, Antoine, nous avons une course pour vous. » Il se redressa sur son siège, soudainement alerte. C'était la voix de Nadine, la répartitrice de nuit. « Allez-y, Nadine, je vous écoute. Course pour la zone du col de montagne. Le client veut aller au domaine de Montaigne. » Antoine fronça les sourcils. Le domaine de Montaigne était un complexe de luxe à près de 40 kilomètres de la ville, à travers les routes de montagne couvertes de brouillard. Par une nuit normale, il aurait refusé sur le champ, mais ce n'était pas une nuit normale. « Nadine, la visibilité est terrible sur ces routes. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne de plus près ?»« Négatif. J'ai essayé toutes les unités du secteur. Le client est prêt à payer un supplément à cause du temps. » Antoine regarda la lettre d'expulsion froissée sur le siège passager. 3 jours. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h47. Donnez-moi l'adresse. 10 minutes plus tard, il s'arrêta devant un bar du centre-ville, le Chat Noir. Un homme en costume trempé monta rapidement, portant une mallette. « Domaine de Montaigne », dit l'homme sèchement, déjà au téléphone. « Et s'il vous plaît, faites vite. J'ai une réunion importante demain matin. » Antoine hocha la tête, enclenchant une vitesse. Les rues mouillées reflétaient les lumières de la ville, comme un miroir brisé. Alors qu'il se dirigeait vers le col de montagne, les bâtiments laissèrent place à des arbres qui se débattaient violemment dans le vent. Le passager continuait de parler au téléphone, sa voix un murmure tendu à l'arrière. Les yeux d'Antoine restaient sur la route, qui devenait de plus en plus perfide à chaque minute. Le brouillard descendit comme un suaire blanc avalant les phares du taxi. Puis les lumières apparurent dans son rétroviseur. Au début, ce n'étaient que 2 points lumineux perçant le brouillard, mais ils se rapprochaient vite, trop vite pour ces conditions. Antoine ajusta le rétroviseur, observant une élégante voiture de sport noir zigzaguer sur la route sinueuse. « Fou furieux », marmonna-t-il, gardant son rythme prudent.
La Porsche les dépassa comme un fantôme noir, son moteur rugissant dans la nuit. Un instant, Antoine entrevit l'intérieur illuminé. Un conducteur et ce qui ressemblait à deux petites silhouettes sur la banquette arrière. Celui-là va se tuer à cette vitesse, pensa-t-il. Et à peine avait-il fini cette pensée qu'il vit les feux de stop de la voiture s'embraser au loin. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti macabre. La voiture de sport dérapa dans un virage, ses pneus perdant l'adhérence sur l'asphalte mouillé. Dans une danse macabre, le véhicule tourna sur lui-même, percuta la glissière de sécurité et, dans un moment de terrible suspension, commença à faire des tonneaux. Mon Dieu! Antoine freina brusquement, le taxi dérapant jusqu'à l'arrêt. Que s'est-il passé? Son passager raccrocha enfin, alarmé. Un grave accident. Antoine ouvrait déjà la portière. « Restez ici et appelez les secours. » La pluie le frappa comme des aiguilles glacées alors qu'il sautait du taxi. La voiture de sport avait cessé de rouler et reposait maintenant sur le flanc, à une 50aine de mètres devant. Puis Antoine vit quelque chose qui lui glaça le sang, des étincelles jaillissant du moteur froissé. Non, non, non. Il courut sur la route glissante, manquant de tomber à 2 reprises. L'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé transperçait l'air humide. Les étincelles se transformaient en petites flammes, léchant l'avant du véhicule. En se rapprochant, Antoine entendit quelque chose qui lui arrêta le cœur. Un enfant qui pleurait. « Accrochez-vous !» cria-t-il en atteignant la vitre du conducteur. La vitre était brisée, révélant l'intérieur luxueux de la voiture. Le conducteur, Frédéric Legrand, était immobile, coincé par sa ceinture de sécurité, du sang coulant d'une profonde coupure sur son front. Antoine vérifia son pouls. Rien. Les pleurs reprirent, plus faibles cette fois, venant de l'arrière. Se tordant pour regarder à travers la vitre brisée, Antoine vit quelque chose qui le figea sur place. 2 sièges auto pour enfants, et dedans, 2 petites filles identiques, pas plus de 4 ans. L'une d'elles bougeait faiblement, des larmes créant des traînées sur son visage sale. L'autre était alarmante et immobile. Le feu se propageait plus vite maintenant, nourri par l'essence qui fuyait. Antoine essaya la poignée de la portière. Verrouillée. Il essaya de briser la vitre arrière avec son coude, mais c'était du verre blindé. Au secours, la voix de l'enfant était presque un murmure. « Accroche-toi, ma puce, je vais te sortir de là. » La chaleur s'intensifiait. La fumée commençait à s'infiltrer dans la voiture par le capot déformé. Antoine retourna en courant vers le taxi, trébuchant dans l'obscurité. « Il y a des enfants dans cette voiture !» cria-t-il à son passager, qui était toujours au téléphone avec le 112. « J'ai besoin de quelque chose pour briser la vitre. » L'homme ouvrit frénétiquement sa mallette, fouillant à l'intérieur. « Tenez !» Il sortit un lourd presse-papiers en métal. « Ça ira ?» Antoine l'attrapa et sprinta de nouveau vers la voiture en feu. Les flammes couvraient maintenant tout le capot, dansant dangereusement près du pare-brise. De toutes ses forces, il frappa la vitre arrière. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e tentative, il réussit enfin à faire un trou assez grand. La fumée était épaisse à l'intérieur. Les 2 filles toussaient faiblement, leurs petites mains agrippant les ceintures de sécurité. Antoine se faufila à travers le trou, ignorant les éclats de verre qui lui lacéraient les bras. « Je vais vous sortir de là, » dit-il, tâtonnant avec la première ceinture de sécurité. La fille consciente le fixa avec de grands yeux effrayés. « Comment tu t'appelles, ma chérie ?»« Camille, » chuchota-t-elle entre 2 quintes de toux. « D'accord, Camille, accroche-toi bien à mon cou. » Avec un clic, la ceinture se libéra. Antoine souleva Camille dans ses bras et la passa délicatement à travers la vitre brisée à son passager, qui se tenait prêt à la recevoir. « Ma sœur !» cria Camille dès qu'elle fut en sécurité. « Chloé !» Antoine était déjà de retour à l'intérieur, luttant avec la 2e ceinture. Chloé commençait à s'agiter, toussant dans la fumée de plus en plus épaisse. Un bruit sec et fort vint du moteur. Antoine savait ce que cela signifiait. Il n'avait que quelques secondes avant l'explosion. « Je ne te laisserai pas ici,
marmonna-t-il, réussissant enfin à défaire la deuxième ceinture. Il prit Chloé dans ses bras et se contorsionna pour retourner vers l'ouverture. C'est alors qu'il sentit la chaleur dans son dos. Avec un rugissement assourdissant, le réservoir de carburant explosa. Antoine se projeta hors de la voiture, protégeant Chloé de son corps, roulant sur l'asphalte mouillé alors qu'une boule de feu consumait ce qui restait du véhicule. Un instant, tout ce qu'il pouvait entendre était le crépitement des flammes et le son rauque de sa propre respiration. Puis, d'autres sons revinrent. Les pleurs de Camille, les sirènes lointaines, la pluie qui tombait toujours. « Chloé ?» demanda-t-il doucement, baissant les yeux vers la fille dans ses bras. Elle toussa et ouvrit les yeux, les mêmes yeux verts que sa sœur. « Ça fait mal, murmura-t-elle. « Je sais, ma chérie. Mais tu vas t'en sortir. Vous deux. » Antoine s'assit sur l'asphalte mouillé, tenant une jumelle dans chaque bras, regardant les flammes dévorer les restes de la voiture de luxe. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua les entailles sur ses bras, le sang se mêlant à la pluie. Les sirènes étaient beaucoup plus proches maintenant. Camille avait cessé de pleurer et tenait la main de sa sœur, toutes deux tremblant contre la poitrine d'Antoine. Il enleva sa veste trempée et couvrit les filles du mieux qu'il put. « Antoine !» Son passager courut vers eux. « Une ambulance est en route. Vous allez bien ?» Il hocha la tête machinalement, les yeux fixés sur les deux petites vies dans ses bras. Quelque chose en lui, quelque chose qui était mort avec Isabelle, semblait s'être réveillé. « Ne nous quitte pas !» chuchota Camille, ses petits doigts agrippant la chemise d'Antoine. « Je ne vous quitterai pas, promit-il. Et cette fois, ce n'était pas un mensonge. Les lumières rouges et bleues des véhicules d'urgence commencèrent à percer le brouillard. Antoine savait que sa nuit était loin d'être terminée, qu'il y aurait des questions, des rapports à remplir. Il savait aussi qu'il venait de se mettre dans quelque chose de bien plus grand qu'une course de routine. Mais à cet instant, assis sur l'asphalte mouillé avec deux enfants effrayés dans ses bras, tout ce qui comptait, c'est qu'il avait fait le bon choix. Pour la première fois en 2 ans, depuis qu'il avait perdu Isabelle, Antoine sentit qu'il était exactement là où il devait être. Le brouillard commençait à se lever, révélant les premières lumières de l'ambulance qui approchait. Une nouvelle histoire était sur le point de commencer, née des flammes d'un accident par une nuit qui devait être juste une autre dans sa vie ratée de chauffeur de taxi fauché. Et alors que les sirènes se rapprochaient, Antoine serra fort les deux filles, sachant que, d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas la fin d'une nuit terrible, mais le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. L'hôpital Saint-Louis était une structure imposante de verre et d'acier, se découpant sur le ciel encore sombre du petit matin. La pluie s'était calmée en une bruine légère, mais l'air restait lourd et humide. À l'entrée des urgences, des lumières fluorescentes créaient une lueur surréaliste qui faisait ressembler les gouttes de pluie à des diamants flottants. Antoine était assis sur une chaise inconfortable dans la salle d'attente, ses vêtements encore humides de la pluie, tachés de suie et de sang. L'odeur de brûlé semblait s'accrocher à sa peau, se mêlant à l'odeur antiseptique si typique des hôpitaux. Ses bras le piquaient sous les pansements de fortune qu'une infirmière avait appliqués dès leur arrivée, mais il sentait à peine la douleur physique. Ses pensées étaient tournées vers les portes battantes par lesquelles les jumelles avaient disparu, entourées d'une équipe médicale parlant des termes techniques qu'il ne comprenait pas. Camille n'avait pas voulu lâcher sa main. Il avait fallu 5 minutes de douces promesses d'une infirmière aux cheveux gris, lui assurant qu'il pourrait les revoir bientôt avant que les filles ne se laissent enfin emmener pour des examens. Le passager du taxi, Antoine n'avait même pas demandé son nom, était parti après avoir fait une première déposition à la police, non sans avoir glissé sa carte de visite dans la main d'Antoine et l'avoir remercié à plusieurs reprises pour ce qu'il avait fait. La carte était maintenant froissée dans sa poche, à côté de la lettre d'expulsion qui semblait venir d'une autre vie. Une jeune infirmière s'approcha, tendant une tasse de café à Antoine. « Vous avez l'air d'en avoir besoin ?» dit-elle gentiment. « Je m'appelle Clara, je m'occupe des jumelles. »
Antoine prit le café avec un hochement de tête reconnaissant. « Comment vont-elles? Stables? Quelques coupures et contusions, inhalation de fumée, mais vu l'accident, c'est un miracle. » Clara hésita un instant. « Elle n'arrête pas de demander après vous. » Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était étrange, comme, en quelques heures à peine, ces deux petites filles étaient devenues si importantes pour lui. Peut-être était-ce la façon dont Camille l'avait regardé quand il l'avait sorti de la voiture, ou comment Chloé s'était accrochée à lui pendant l'explosion. Quelque chose en elle avait réveillé un instinct protecteur qu'il pensait mort avec Isabelle. « Monsieur Moreau ?» Antoine leva les yeux. Deux policiers se tenaient devant lui, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants et à la posture autoritaire, et une jeune femme aux yeux vifs et à l'expression sérieuse. « Je suis l'inspecteur Lambert, et voici l'inspectrice Martin », se présenta l'homme en montrant un badge. « Nous devons vous poser quelques questions sur l'accident. » Antoine hocha la tête machinalement. Il s'y attendait depuis l'arrivée des premières voitures de patrouille. Clara, l'infirmière, lui jeta un regard inquiet avant de s'éloigner. « Pourriez-vous nous accompagner dans cette salle, là-bas » indiqua l'inspectrice Martin, désignant une petite salle de réunion au bout du couloir. La pièce était encore plus stérile que le reste de l'hôpital, si c'était possible. Une table rectangulaire occupait le centre, entourée de chaises en plastique qui semblaient inconfortables au premier regard. Antoine s'assit, sentant chaque muscle de son corps protester. Les inspecteurs s'assirent de l'autre côté de la table et Lambert sortit un petit enregistreur de sa poche. « Pour le procès-verbal, » expliqua-t-il en l'allumant. « Monsieur Moreau, pourriez-vous nous raconter exactement ce qui s'est passé ce soir ?» Antoine prit une profonde inspiration, le goût de la fumée persistant dans sa gorge. J'étais à la station de taxi du centre-ville, près de la place principale. Il était environ 23h45 quand j'ai reçu un appel du dispatch. Il raconta les événements de la nuit, l'acceptation réticente de la course, le passager pressé, la voiture qui filait à toute allure dans le brouillard. Sa voix se brisa légèrement en décrivant la découverte des filles à l'arrière, le feu qui se rapprochait, le désespoir de ne pas pouvoir ouvrir les portes. « Et le conducteur » demanda Lambert en prenant des notes dans un carnet usé. « Avez-vous essayé de l'aider aussi ?» Il était déjà mort quand je suis arrivé à la voiture. Antoine ferma les yeux un instant, revivant la scène. J'ai vérifié son pouls, mais il n'y avait rien que je puisse faire. Intéressant. L'inspectrice Martin se pencha en avant, ses yeux étudiant chaque réaction d'Antoine. C'est donc un chauffeur de taxi qui passait par là par hasard, à ce moment précis, sur cette route isolée, par une nuit de brouillard. Le ton fit se redresser Antoine sur sa chaise, une vague d'irritation familière montant en lui. Oui, comme je l'ai dit, j'emmenais un passager au domaine de Montaigne. Ce passager, vérifia Lambert sur ses notes, a déjà fait une déposition, mais nous avons encore quelques incohérences à éclaircir. Quelles incohérences? La voiture accidentée, poursuivit Martin, sa voix professionnelle, mais avec une pointe de suspicion, appartenait à Philippe Dupont. Ce nom vous dit quelque chose? Antoine secoua la tête, bien que quelque chose dans la manière de l'inspectrice suggéra que cela devrait. Philippe Dupont est l'un des hommes les plus riches du pays, expliqua-t-elle en observant sa réaction. Ces petites filles que vous avez sauvées sont ses filles, et le conducteur décédé était Frédéric Legrand, son chef de la sécurité personnelle depuis plus de 10 ans. « Et » demanda Antoine, commençant à voir où cela menait. « Nous trouvons très pratique qu'un taxi se soit trouvé là, à ce moment-là, sur cette route spécifique, » ajouta Lambert, son ton plus doux que celui de sa partenaire, mais non moins inquisiteur. Surtout que cette route n'est pas courante pour les taxis, particulièrement une nuit comme celle-ci. Antoine sentit une vague de colère monter en lui. « Suggérez-vous que j'ai quelque chose à voir avec l'accident ?»« Nous faisons juste notre travail, monsieur Moreau, » répondit froidement Martin en sortant un dossier de son sac. « Votre historique financier montre que vous êtes dans une situation plutôt désespérée. Dette croissante, prêts impayés, une lettre d'expulsion. »
Comment avez-vous... C'est notre travail, monsieur Moreau, l'interrompit doucement Lambert. Nous devons explorer toutes les pistes, et vous devez admettre que vos difficultés financières, combinées aux circonstances de cet accident. Alors vous pensez que j'ai... Quoi? Provoqué l'accident d'une manière ou d'une autre, puis risqué ma propre vie pour sauver les filles? Antoine leva ses bras blessés, les pansements encore tachés de sang. Quel genre de plan brillant serait-ce? Nous avons vu des stratagèmes plus élaborés, commenta Martin. Peut-être que vous aviez prévu de jouer au héros, en espérant une récompense généreuse d'un père reconnaissant. Antoine se leva si brusquement que sa chaise bascula. « Vous êtes en train de me dire que j'ai orchestré un accident qui a tué un homme et failli tuer 2 enfants pour de l'argent? Que j'ai... » La porte de la pièce s'ouvrit violemment, coupant sa tirade furieuse. Un homme grand, la quarantaine, portant un costume qui, bien que froissé, respirait la richesse et le pouvoir, entra en trombe. Ses yeux bleus perçants balayèrent la pièce, un mélange de peur et de fureur gravé sur son visage aristocratique. « Où sont mes filles ?» Sa voix était profonde et autoritaire, du genre de celles habituées à donner des ordres et à être obéies. « Monsieur Dupont !» se leva rapidement Lambert, son ton passant à quelque chose de plus respectueux. « Vos filles sont en train d'être soignées. Les médecins... »« Et qui êtes-vous » se tourna Dupont vers Antoine, ses yeux flamboyants d'une intensité qui intimiderait des hommes plus faibles. « C'est Antoine Moreau, » commença Martin. « Il était... »« J'ai sauvé vos filles, » interrompit Antoine, soutenant le regard du milliardaire. Quelque chose dans l'arrogance de l'homme, combiné aux accusations de l'inspectrice, avait enflammé son entêtement naturel. « Et si vous voulez bien m'excuser, je leur ai promis d'être là quand elles se réveilleraient. » Il se dirigea vers la porte, ignorant les protestations des inspecteurs. Dupont lui barra le chemin, sa présence physique aussi imposante que son aura d'autorité. « Mon chauffeur, un homme qui travaillait pour moi depuis 10 ans, est mort, » dit-il à voix basse, chaque mot chargé d'une menace voilée. « Mes filles ont failli mourir. Si je découvre que vous avez quelque chose à voir là-dedans... »« Antoine !» Le cri enfantin trancha la tension dans la pièce comme un rayon de soleil perçant des nuages d'orage. Camille se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours dans une blouse d'hôpital vert pâle, ses cheveux blonds en désordre, un pansement sur le front. Clara, l'infirmière, était juste derrière elle, clairement contrariée de n'avoir pu empêcher la petite fille de s'enfuir. « Camille !» Dupont se tourna, ses bras s'étendant automatiquement vers sa fille. Mais l'enfant courut droit vers Antoine, lui serrant les jambes. « Tu as promis de ne pas partir, » dit-elle, sa voix chargée de larmes qu'elle essayait de retenir. « Chloé s'est réveillée et elle pleure parce que tu n'es pas là. » Antoine s'agenouilla, ignorant la douleur qui traversa ses bras blessés, et serra la petite fille dans ses bras. L'odeur de fumée dans ses cheveux avait été remplacée par du shampoing pour enfants, bien qu'il pût encore voir des taches de suie qu'un nettoyage rapide n'avait pas enlevées. « Je suis désolé, ma princesse. La police devait me parler un peu. »« Papa » remarqua enfin Camille, mais elle ne lâcha pas la main d'Antoine. Ses yeux verts, identiques à ceux de sa sœur, brillaient de larmes contenues. « Antoine nous a sauvés. Il est monté dans la voiture quand elle était en feu et il nous a sortis, moi et Chloé. C'est un héros, comme dans les films. » Dupont regarda sa fille, puis Antoine, son expression changeant subtilement. La méfiance était toujours là, mais maintenant elle était mêlée à autre chose. De la confusion, peut-être, ou le début d'une réévaluation. Clara saisit l'occasion pour s'avancer, son jeune visage plissé par l'inquiétude. « Monsieur Dupont, votre autre fille demande aussi après Antoine. Les médecins pensent que ce serait bon pour elle d'avoir une présence familière en ce moment. Le traumatisme de l'accident... » Elle s'interrompit en réalisant que tous les yeux étaient sur elle, rougissant légèrement. Robert Dupont était connu dans le monde des affaires pour son empire corporatif, bâti sur des décisions froides et calculées qu'il avait rendu milliardaire avant 40 ans. Sa photo apparaissait souvent dans les magazines économiques, toujours dans des poses bien étudiées, projetant pouvoir et contrôle.
Mais à cet instant, regardant sa petite fille s'accrocher à la main du chauffeur de taxi qui l'avait sauvée, il n'était qu'un père effrayé, essayant de comprendre une situation qui avait échappé à son contrôle. « Allons voir ta sœur, dit-il enfin, sa voix plus douce. Puis à Antoine. Nous tous. La chambre où elles avaient été emmenées occupait toute l'aile ouest de l'étage, avec une vue panoramique sur le jardin de l'hôpital. La lumière de l'aube commençait à teinter l'horizon de rose et d'or, jetant des ombres douces sur l'équipement médical de haute technologie entourant le lit où Chloé était assise. La petite fille serrait un ours en peluche. Antoine remarqua le logo de l'hôpital sur sa patte, faisant probablement partie d'un programme pour les enfants malades. Ses yeux, identiques à ceux de sa sœur, s'illuminèrent quand elle le vit entrer. « Tu es revenu !» s'exclama-t-elle en tendant les bras vers lui. Sa voix était rauque, probablement à cause de l'inhalation de fumée. Antoine s'approcha du lit, Camille tenant toujours sa main. Dupont observait depuis le seuil, son visage un masque impénétrable d'émotions contradictoires. « Comment te sens-tu, ma belle ?» demanda Antoine en s'asseyant sur le bord du lit. Il remarqua qu'elle avait aussi un pansement sur le front, en miroir de celui de sa sœur. « J'ai mal à la tête, » répondit-elle honnêtement. « Mais l'infirmière Clara a dit que c'est normal après s'être cognée. Toi aussi, tu es blessé. » Elle pointa ses bras bandés, son expression plus inquiète que celle d'une enfant de 4 ans typique. « Ça, ce n'est rien. » Il força un sourire désinvolte. « J'ai eu de pires égratignures en nettoyant mon taxi. » Les 2 filles gloussèrent, et le son de leur rire sembla alléger la tension dans la pièce. Camille grimpa sur le lit pour rejoindre sa sœur, et les 2 commencèrent immédiatement à se chuchoter des choses, jetant de temps en temps un coup d'œil à Antoine et à leur père. Dupont s'approcha lentement, comme s'il avait peur de briser la bulle de normalité qui s'était formée. « Camille, Chloé, le médecin, dit que vous devez vous reposer un peu. Est-ce qu'Antoine reste ?» demanda immédiatement Camille en serrant la main de sa sœur. Dupont regarda Antoine pendant un long moment. Quelque chose changea dans ses yeux. La peur et la suspicion étaient toujours là, mais maintenant il y avait aussi quelque chose de plus profond, de plus humain. « Monsieur Moreau, dit-il formellement, puis-je vous parler dans le couloir ?» Antoine hocha la tête, promettant aux filles qu'il reviendrait tout de suite. Dans le couloir, la lumière du matin était plus forte, révélant à quel point Dupont avait l'air épuisé. L'homme le plus riche de la ville semblait peiner à trouver ses mots, quelque chose qu'Antoine soupçonnait ne pas être courant pour lui. Le domaine de Montaigne s'élevait contre le ciel de fin d'après-midi comme un château moderne, ses lignes épurées de marbre et de verre reflétant les derniers rayons de soleil de la journée. Antoine observait la structure imposante à travers la vitre de la limousine que Philippe avait envoyée pour le chercher, se sentant plus déplacé que jamais dans son unique costume acheté 3 ans plus tôt pour les funérailles d'Isabelle et qui semblait maintenant encore plus démodé. Le chauffeur, un homme d'âge moyen à la carrure militaire qui s'était présenté uniquement comme Bernard, était arrivé ponctuellement à 19h à son minuscule appartement. Antoine pouvait encore sentir le regard curieux de Madame Michaud quand il était monté dans le luxueux véhicule, probablement la première fois qu'une limousine se garait dans cette étroite rue de banlieue. « Nous sommes arrivés, monsieur Moreau », annonça Bernard en s'arrêtant en douceur devant un portail en fer forgé orné. Le portail s'ouvrit silencieusement, révélant une allée bordée d'arbres centenaires méticuleusement taillés. La limousine glissa sur le chemin de gravier immaculé, les pierres faisant un bruit doux sous les pneus. Antoine admira les jardins s'étendant dans toutes les directions, des pelouses parfaitement entretenues, des parterres de fleurs exotiques, une fontaine en marbre qui semblait tout droit sortie d'un palais européen. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» remarqua Bernard, notant le regard d'Antoine. « Mais attendez de voir l'intérieur. » Antoine ajusta sa cravate pour la 10e fois depuis qu'il avait quitté la maison. Le tissu bon marché semblait lui irriter le cou, un rappel constant de son décalage total. Dans sa poche, la lettre d'expulsion pesait comme une tonne de briques. Il l'avait apportée sans vraiment savoir pourquoi,
peut-être comme un rappel de sa réalité. La limousine s'arrêta au pied d'un escalier en marbre menant à l'entrée principale du manoir. Bernard ouvrit la portière avec la même déférence qu'il aurait montrée à n'importe quel invité habituel de la maison. « Bonne chance, monsieur », dit-il doucement, avec un petit sourire qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Antoine monta lentement les marches, chaque pas résonnant à ses oreilles. Des colonnes de marbre italien s'élevaient de chaque côté de la grande porte d'entrée, un chef-d'œuvre de bois sculpté qui coûtait probablement plus cher que son taxi. Avant qu'il ne puisse appuyer sur la sonnette dorée, la porte s'ouvrit silencieusement. Une femme d'une 50aine d'années, ses cheveux gris élégamment épinglés en chignon, se tenait là pour l'accueillir. Sa posture était parfaite et quelque chose dans ses yeux sombres suggérait que très peu de choses lui échappaient. « Bienvenue à la résidence Dupont », dit-elle, sa voix cultivée portant un léger accent britannique. « Je suis Madame Geneviève, la gouvernante. Monsieur Dupont vous attend dans le salon. Le hall d'entrée était une étude de grandeur architecturale. Le plafond voûté s'élevait à au moins 2 étages de hauteur, décoré de fresques rappelant les maîtres de la Renaissance. Un lustre en cristal qui semblait flotter dans les airs projetait des prismes de lumière sur le sol en marbre poli. Au mur étaient accrochées des œuvres d'art qu'Antoine reconnaissait vaguement de ses années d'école. Un Renoir ici, un Monet là, exposés avec une nonchalance étudiée. « Par ici, s'il vous plaît », indiqua Geneviève, ses talons faisant un bruit rythmé sur le sol. Antoine suivit, essayant de ne pas regarder trop ostensiblement les tapis persans qui ressemblaient à des pièces de musée ou les sculptures placées dans des niches le long des murs. Chaque objet semblait raconter une histoire de richesse et de pouvoir accumulée sur des générations. Antoine. L'appel fort et simultané résonna dans le hall, brisant l'atmosphère solennelle. Camille et Chloé apparurent en courant d'un couloir latéral. Elles avaient encore de petits pansements sur le front, mais leurs visages étaient illuminés par des sourires identiques. « Mesdemoiselles », gronda Geneviève, son ton sévère, mais avec une note d'affection. « Qu'avons-nous dit à propos de courir dans la maison et du comportement approprié avec les invités ?»« Laissez-les, Geneviève, » dit une voix profonde et amusée. Philippe Dupont émergea du même couloir que les filles, portant un costume décontracté qui coûtait probablement plus cher que le loyer entier d'Antoine. Elles ont passé toute la journée à parler de ce soir. Les jumelles ignorèrent joyeusement la douce réprimande de Geneviève, chacune attrapant une des mains d'Antoine. De près, ils pouvaient voir qu'elles portaient des robes bleues assorties, leurs cheveux blonds tressés en nattes complexes. « Il faut que tu voies notre chambre », s'exclama Camille. « Et la bibliothèque », ajouta Chloé. « Et le jardin des papillons, et la cabane dans les arbres ?»« Mesdemoiselles, » interrompit doucement Philippe, « Antoine est notre invité pour le dîner. Je suis sûr qu'il y aura du temps pour lui montrer tout ça après. » Quelque chose dans la façon dont il dit après fit se demander à Antoine quelle partie de la soirée était déjà planifiée dans l'esprit du milliardaire. « Le dîner sera servi dans 20 minutes, » informa Geneviève. « Dois-je emmener les filles se préparer ?» Philippe hocha la tête. « S'il vous plaît. Antoine et moi allons prendre un verre dans le salon d'abord. » Les jumelles protestèrent, mais suivirent Geneviève après un regard plus ferme de leur père. Antoine les regarda monter le grand escalier incurvé, leurs éclats de rire résonnant dans le décor formel. « Par ici », indiqua Philippe en désignant un ensemble de portes doubles à droite. Le salon avait à peu près la taille de l'ancien appartement entier d'Antoine. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue spectaculaire sur les jardins illuminés, où la fontaine qu'il avait vue plus tôt dansait avec des lumières colorées. Une cheminée en marbre dominait un mur, assez grande pour qu'un homme adulte puisse s'y tenir debout. Au-dessus, un portrait à l'huile montrait une jeune et belle femme avec les mêmes yeux verts que les jumelles. « Céline, » dit doucement Philippe, remarquant le regard d'Antoine. « Ma femme, elle est décédée en couches. Je suis désolé, » offrit automatiquement Antoine, bien que les mots semblassent inadéquats. « Un whisky ?» demanda Philippe, en se dirigeant vers un bar méticuleusement sculpté.
J'ai un Macallan de 25 ans que je pense que vous apprécierez. »« Oui, merci, » accepta Antoine en s'installant dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que son loyer en retard. Philippe versa 2 généreuses portions dans des verres en cristal qui tintèrent doucement alors qu'il les posait sur une table d'appoint. « Alors, Antoine, » commença-t-il en s'installant dans le fauteuil d'en face, « comment vont vos bras ?» Antoine toucha inconsciemment les pansements sous les manches de sa veste. « Mieux, juste des égratignures superficielles. Des égratignures que vous vous êtes faites en sauvant mes filles, » nota Philippe, ses yeux étudiant attentivement Antoine. « Vous savez, j'ai fait quelques recherches sur vous après avoir quitté l'hôpital. » Antoine prit une gorgée de whisky, le laissant brûler sa gorge avant de répondre. « Je m'en doutais. Les inspecteurs avaient tort de vous soupçonner, » continua Philippe. « Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Votre situation financière ? Monsieur Dupont ? Philippe, s'il vous plaît ? » Philippe, se corrigea Antoine, mal à l'aise. « Vous n'avez pas à... »« Le dîner est servi, monsieur, » annonça Geneviève depuis la porte, sauvant Antoine de finir sa phrase. La salle à manger était encore plus impressionnante que le salon. Une immense table en acajou, pouvant facilement accueillir 50 personnes, dominait l'espace, bien que seulement 4 couverts fussent dressés. La porcelaine fine et l'argenterie brillaient sous un lustre en cristal. Les jumelles étaient déjà assises, bavardant vivement entre elles. Leurs yeux s'illuminèrent quand Antoine entra, et il ne put s'empêcher de sourire en voyant qu'elle lui avait gardé une place entre elles. « Votre place est juste là, » indiqua Philippe avec un sourire en prenant sa place au bout de la table. Le premier plat fut servi, une crème d'asperges aux truffes, qui coûtait probablement plus cher que ce qu'Antoine dépensait pour une semaine de course. Geneviève supervisait le service avec une efficacité silencieuse, ses yeux étudiant occasionnellement l'interaction d'Antoine avec les filles. « Alors, Antoine, » commença Philippe après quelques instants de silence rompu uniquement par le cliquetis des couverts, « parlez-nous un peu plus de vous. » Antoine hésita, conscient des multiples paires d'yeux sur lui. « Il n'y a pas grand-chose à dire, vraiment. Je suis chauffeur de taxi depuis 15 ans. Avant ça, je travaillais avec mon père dans son garage. »« Et votre famille ?» demanda doucement Philippe. « J'ai perdu mes parents il y a quelques années. Un accident de voiture, ironiquement. » Antoine marqua une pause, tripotant la cuillère en argent. « Et ma femme, Isabelle. » Il sentit le serrement familier dans sa poitrine. « Ça fait 2 ans. »« Je suis désolé, » dit Philippe, une empathie sincère dans sa voix. « Comment est-elle ?»« Un cancer, » répondit Antoine, remarquant que Geneviève s'arrêta légèrement en versant le vin. Le traitement expérimental était notre dernier espoir. Il a dévoré toutes nos économies et quelques prêts que je suis encore en train de rembourser. Les jumelles, une de chaque côté d'Antoine, écoutaient en silence attentif, leurs petits visages graves. « Vous n'avez pas d'autre famille ?» demanda Philippe, son ton soigneusement neutre. « Non, c'était juste moi et Isabelle. »« Comme nous ?» s'exclama soudain Camille. « Papa a dit que notre maman est allée au ciel quand nous sommes nés. » Un silence gêné tomba sur la table. Geneviève commença rapidement à servir le plat principal, un filet mignon qui, dans d'autres circonstances, aurait fait saliver Antoine. « Vous savez, » dit Philippe après un moment, posant ses couverts, « perdre Céline a été la chose la plus difficile de ma vie. Mais les filles, » il regarda ses filles avec affection. « Elles m'ont sauvé, m'ont donné un but. » Antoine hocha la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. « Antoine, » continua Philippe, son ton devenant plus formel, « je veux vous aider. »« Monsieur Dupont ?»« Philippe ?»« Non, laissez-moi finir. » Philippe leva une main. « Vous avez sauvé mes filles, risqué votre vie pour elles, sans savoir qui elles étaient, sans rien attendre en retour. Laissez-moi régler vos dettes. » Antoine sentit son visage s'empourprer. L'offre était tentante, plus que tentante, c'était la solution à tous ses problèmes. Mais quelque chose en lui résistait. « Je ne peux pas accepter. J'ai aussi une autre proposition, » continua Philippe, comme s'il n'avait pas entendu. « Depuis l'accident, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai besoin d'un chauffeur de confiance pour les filles,
quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle, pas seulement un employé qui fait son travail. Antoine regarda Camille et Chloé, qui l'observaient avec des yeux pleins d'espoir. En quelques jours depuis l'accident, elles étaient devenues étonnamment importantes pour lui, comblant un vide qu'il n'avait pas réalisé pouvoir encore être rempli. « S'il te plaît, Antoine, » supplia Camille en lui attrapant la main. « Tu as promis de ne pas partir, » ajouta doucement Chloé, ses yeux verts identiques à ceux de sa sœur, pleins d'un sérieux au-delà de son âge. Antoine sentit de nouveau quelque chose se serrer dans sa poitrine, le même sentiment qu'il avait eu en les sortant de la voiture en feu. Un instinct protecteur, un désir profond de les garder en sécurité. « Je dois y réfléchir, dit-il enfin, la voix rauque. C'est beaucoup à digérer. » Philippe hocha la tête avec sympathie. « Bien sûr, prenez votre temps, mais sachez que l'offre tient, le travail et le règlement de la dette, indépendamment l'un de l'autre. » Le reste du dîner fut rempli de conversations plus légères. Les jumelles racontèrent avec enthousiasme des histoires d'école et firent de grands projets qui incluaient toujours Antoine, tandis que Geneviève observait tout avec une expression qui était à la fois curiosité et prudence. Le dessert, une création artistique au chocolat qu'Antoine se sentit presque coupable de détruire, fut servi sur la terrasse. La nuit était agréable et les lumières du jardin créaient une atmosphère presque magique. Les jumelles, clairement somnolentes malgré leur excitation, se blottirent de chaque côté d'Antoine sur un canapé de jardin, tandis que Philippe les observait avec un sourire pensif. « Elles se sont attachées à vous, » commenta-t-il doucement. « Je ne les ai jamais vues comme ça avec quelqu'un, à part Geneviève. » Antoine regarda les filles, maintenant légèrement endormies contre ses épaules. « Elles sont spéciales. »« Elles le sont, » acquiesça Philippe, « et elles ont besoin de personnes spéciales dans leur vie. » Il marqua une pause significative. « Pensez à mon offre, Antoine, pas comme une charité, mais comme une opportunité pour nous tous. » Quand la limousine le déposa chez lui plus tard, Antoine resta longtemps sur le trottoir, fixant son taxi, compagnon de tant d'années, son dernier lien avec son ancienne vie. Le contraste entre les deux véhicules semblait un symbole parfait du dilemme auquel il était confronté. La décision qui pesait sur lui semblait aussi écrasante que le luxe du manoir Dupont, écrasante et intimidante. Il serait facile de voir l'offre de Philippe comme de la charité, comme quelque chose qui menaçait son indépendance durement gagnée. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose dans les sourires des jumelles, dans la façon dont elles lui faisaient instinctivement confiance, dans la façon dont sa présence semblait combler un vide dans la vie de cette famille. Antoine sortit la lettre d'expulsion froissée de sa poche, relisant les mots qui, quelques jours plus tôt, lui avaient semblé une condamnation à mort. Maintenant, ce papier représentait un carrefour dans sa vie. D'un côté, il y avait sa fierté et son indépendance, symbolisées par le taxi vieillissant garé près du trottoir. De l'autre, une chance de repartir à zéro, de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Une brise nocturne froissa le papier dans ses mains, emportant avec elle le vague parfum des jardins du pont. Un instant, Antoine crut entendre le rire des filles résonner dans la nuit, mais ce n'était que sa mémoire qui rejouait des moments du dîner. Il remit la lettre dans sa poche et leva les yeux vers le ciel étoilé, pensant à Isabelle. Que dirait-elle si elle était là? Quel conseil donnerait-elle avec cette sagesse calme qu'elle avait toujours eue? « J'ai juste besoin d'une nuit », murmura-t-il pour lui-même en montant les escaliers de son immeuble. Une nuit pour réfléchir. Mais dans son cœur, alors qu'il tournait la clé dans la porte de son minuscule appartement, Antoine commençait déjà à soupçonner quelle serait sa décision. Peut-être que le destin, dans sa mystérieuse sagesse, avait de plus grands projets pour un chauffeur de taxi fauché que de simplement disparaître dans la nuit. Antoine jeta un dernier regard autour de son petit appartement, maintenant vide à l'exception de quelques boîtes en carton usé contenant ses affaires. 3 jours s'étaient écoulés depuis le dîner au manoir Dupont, 3 jours d'intense réflexion qui l'avaient mené à ce jour de déménagement. La décision n'avait pas été facile. Il avait passé la première nuit sans sommeil, énumérant les avantages et les inconvénients dans son esprit,
comme des ombres agitées. La deuxième nuit, il avait conduit son taxi à travers la ville, visitant les lieux qui avaient marqué sa vie avec Isabelle, le restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous, le parc où il l'avait demandé en mariage, l'hôpital où il l'avait perdue, comme s'il cherchait la permission du passé pour avancer. C'est la troisième nuit que la clarté était venue, ironiquement, lors d'une course. Une femme âgée qu'il conduisait au cimetière pour rendre visite à son mari lui fit la remarque en sortant de la voiture. Parfois, la vie nous offre des secondes chances déguisées en choix difficiles. « Tout est prêt, monsieur Moreau ?» demanda Bernard depuis la porte. Il avait insisté pour aider au déménagement, apportant la camionnette de la famille au lieu de la limousine. « Oui », répondit Antoine en ramassant la dernière boîte, celle contenant les photos d'Isabelle. « Et vous pouvez m'appeler Antoine. » Le trajet jusqu'au manoir fut calme mais confortable. Bernard jetait de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur avec un regard compréhensif, comme s'il savait exactement le tourbillon d'émotions qu'Antoine ressentait. « Vous savez, » dit Bernard alors qu'ils approchaient des portes du manoir, « ça m'a semblé bizarre au début aussi. Je viens d'un milieu simple, comme vous. Mais les Dupont, ils ont une façon de vous faire sentir que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Les quartiers du personnel se trouvaient dans une aile séparée de la maison principale, mais selon les standards d'Antoine, ils étaient luxueux. Sa nouvelle chambre était plus grande que tout son ancien appartement, avec une vue imprenable sur les jardins et un mobilier digne d'un hôtel 5 étoiles. Monsieur Dupont a insisté pour faire rénover la chambre pour vous, l'informa Geneviève, son ton professionnel masquant toute opinion personnelle sur la question. Le petit déjeuner est servi à 6h30 dans la cuisine du personnel. Les filles doivent être prêtes pour l'école à 7h45. Antoine hocha la tête, absorbant les détails, tandis que Geneviève continuait d'énoncer les règles et les procédures. C'était un tout nouveau monde, avec des protocoles et des attentes qui n'avaient jamais fait partie de sa réalité de chauffeur de taxi. Et Antoine? Geneviève s'arrêta à la porte, son visage s'adoucissant légèrement. « Bienvenue dans la famille Dupont. » Les premières semaines furent un exercice constant d'adaptation. Antoine apprit non seulement à naviguer dans les couloirs labyrinthiques du manoir, mais aussi dans la complexe hiérarchie sociale parmi le personnel. Il y avait des employés plus âgés comme Geneviève et Bernard, qui portaient leurs années de loyauté comme des badges invisibles. D'autres le regardaient avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Après tout, il avait apparemment sauté plusieurs échelons de l'échelle habituelle. La routine commençait tôt. Antoine se réveillait à 6h, reconnaissant, faisait un jogging matinal autour des jardins, une suggestion de Philippe pour se familiariser avec la propriété, puis se préparait pour sa première tâche de la journée, conduire les jumelles à l'école. Antoine, devine ce qu'on fait en classe aujourd'hui ? Était le salut quotidien de Camille, toujours la première à descendre les escaliers, avec Chloé juste derrière elle. L'école des filles était une institution d'élite à la périphérie de la ville, fréquentée par les enfants de la haute société. Les premières fois qu'il se gara parmi les Range Rover et les Mercedes appartenant aux autres parents, Antoine sentit des regards curieux. Le nouveau chauffeur des Dupont était un sujet d'intérêt, surtout après que la rumeur de son sauvetage dramatique se fût répandue. « Est-ce vrai que vous avez couru dans une voiture en feu pour sauver les jumelles ?» demanda un jour une des mères, son ton oscillant entre l'admiration et la suspicion. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » répondit Antoine, la même réponse qu'il donnait toujours. Mais c'est la nuit que les aspects les plus intrigants de sa nouvelle vie apparaissaient. Les jumelles, généralement joyeuses et bavardes le jour, se réveillaient souvent avec des cauchemars. Antoine, la voix tremblante de Chloé, l'atteignit une nuit par l'interphone de sa chambre. « Peux-tu venir ?» Il les trouva blottis l'une contre l'autre dans le lit de Camille, les yeux grands ouverts de peur. Le même rêve? Elles hochèrent la tête. La voiture, elle tournait encore et encore, chuchota Camille. Mais cette fois, tu n'es pas arrivé à temps. Antoine s'assit sur le bord du lit, comme il l'avait fait de nombreuses nuits au cours des dernières semaines. Mais je suis arrivé à temps, n'est-ce pas? Et je le serai toujours.
C'est au cours d'une de ces nuits qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Geneviève était dans le couloir quand il quitta la chambre des filles, et sa réaction en le voyant fut particulière. Elle sembla nerveuse, presque effrayée, et marmonna quelque chose à propos de vérifier les fenêtres avant de se hâter de partir. Ce n'était pas la seule fois. Voilà. Antoine commença à remarquer des schémas, des conversations qui s'arrêtèrent brusquement quand il s'approchait, des regards entendus échangés entre les employés plus âgés, la tension chaque fois que l'accident était mentionné. Bernard était le plus évident. Le chauffeur vétéran, habituellement si calme et posé, devenait visiblement mal à l'aise chaque fois que la conversation portait sur l'accident. Une fois, quand Antoine mentionna les conditions de la route cette nuit-là, Bernard laissa tomber sa tasse de café, ce qui n'était absolument pas dans son caractère. Philippe avait aussi ses moments. Plus d'une fois, Antoine le surprit dans son bureau tard dans la nuit, penché sur ce qui ressemblait à des rapports d'accident. Une fois, il entendit une dispute intense entre Philippe et quelqu'un au téléphone. « Je me fiche de ce que dit le rapport. » La voix de Philippe traversa la porte solide. Cette voiture était vérifiée tous les jours. Frédéric n'aurait jamais. La voix s'éteignit quand Geneviève apparut dans le couloir, lançant un regard qui était à la fois un avertissement et une question. Les jumelles, dans leur innocence, laissaient parfois échapper des commentaires qui ressemblaient à des pièces d'un plus grand puzzle. Oncle Frédéric conduisait toujours lentement, mentionna Chloé un jour, alors qu'Antoine les conduisait à leur cours de ballet. Il disait que la sécurité passe avant tout. Et cette nuit-là, il allait très vite, ajouta Camille en fronçant les sourcils. Ce n'était pas comme oncle Frédéric. Antoine archiva chaque information, chaque réaction suspecte, chaque conversation interrompue. Il se passait quelque chose de plus grand ici, quelque chose que tout le monde savait ou soupçonnait, mais dont personne ne voulait parler ouvertement. Sa propre position dans le manoir était une étude de contraste. Pour les jumelles, il était une figure de confiance absolue, presque un second père. Pour Philippe, il était le sauveur devenu un allié fiable. Mais pour le reste de la maisonnée, en particulier le personnel plus âgé, il était une variable inconnue, quelqu'un qui était entré dans leur vie par des circonstances extraordinaires et potentiellement dangereuses. Geneviève, en particulier, semblait partagée dans son opinion sur lui. Un moment, elle était presque maternelle, s'assurant qu'il s'adaptait bien à la routine de la maison. Le moment d'après, il la surprenait en train de l'observer avec une expression inquiète, comme si elle craignait que sa présence puisse déclencher quelque chose d'indésirable. Les semaines se transformèrent en un mois, et Antoine se retrouva plus intégré dans la vie quotidienne du manoir. Les matins étaient remplis des rires des jumelles, les après-midi de leçons et d'activités, les nuits d'histoire avant de dormir et de cauchemars occasionnels. Il apprit les préférences de chaque fille. Camille préférait le jus d'orange au petit déjeuner, tandis que Chloé ne buvait que du chocolat chaud. Il apprit leur peur. Camille avait peur des hauteurs, Chloé du noir. Il apprit à être non seulement un chauffeur, mais un protecteur, un confident, une présence constante dans leur vie. Mais il apprit aussi à observer, à remarquer les petits détails qui semblaient déplacés dans ce monde en apparence parfait. Comme la façon dont Bernard vérifiait toujours 2 fois les freins avant chaque voyage, comment Geneviève gardait un dossier verrouillé dans son bureau dont elle ne parlait jamais, comment les autres employés échangeaient parfois des regards inquiets quand ils pensaient que personne ne regardait. Une nuit, alors qu'il faisait sa dernière promenade dans les jardins, une habitude qu'il avait développée depuis son emménagement, Antoine s'arrêta près de la fontaine, où il avait eu sa première conversation sérieuse avec Philippe. L'eau dansait sous les lumières, créant des motifs hypnotiques rappelant les flammes de cette nuit fatidique. « Il y a plus dans cette histoire, » murmura-t-il, regardant son reflet fragmenté dans l'eau. « Et je vais découvrir ce que c'est. » Le bruit d'une fenêtre se fermant à l'étage supérieur le fit lever les yeux. Un instant, il crut voir Geneviève s'éloigner de la fenêtre du bureau, mais quand il regarda de nouveau, la fenêtre était sombre et immobile, comme si rien ne s'était passé. Antoine retourna dans sa chambre cette nuit-là avec plus de questions que de réponses.
Le luxe qui l'entourait, un lit king size, des draps en coton égyptien, une salle de bain en marbre, semblait étrangement inadéquat, compte tenu des mystères qu'il commençait à pressentir. Sur sa table de chevet se trouvait une photo d'Isabelle, lui souriant, à côté d'une photo récente des jumelles prise lors d'une promenade dans le jardin. Passé et présent, pertes et gains, mystères et révélations, tout se mélangeait dans sa nouvelle vie, des pièces d'un puzzle qu'il ne pouvait toujours pas entièrement assembler. Mais une chose était certaine, accepter l'offre de Philippe n'avait été que la première étape d'un voyage beaucoup plus complexe qu'Antoine ne l'avait jamais imaginé. Le sommeil l'emporta enfin, il sut que les secrets du manoir Dupont ne faisaient que commencer à se révéler. Dehors, la nuit enveloppait la propriété de son étreinte sombre, gardant ses mystères pour ceux qui étaient assez courageux ou destinés à les découvrir. Et quelque part dans les couloirs silencieux du manoir, d'autres restaient également éveillés, gardant des secrets qui commenceraient bientôt à faire surface. Le garage du manoir Dupont était un sanctuaire automobile climatisé, abritant une collection impressionnante de véhicules de luxe. Ce matin-là, particulièrement calme, Antoine était seul, ses pas résonnant parmi les machines rutilantes alors qu'il s'approchait de l'espace vide où se trouvait autrefois l'Audi R8 détruite. 2 semaines d'observation attentive l'avaient mené ici. 2 semaines à rassembler des fragments de conversation, à noter des regards échangés, à cataloguer des comportements suspects. La plupart du personnel étant occupé à préparer un événement caritatif pour le week-end, c'était sa chance d'enquêter plus en profondeur. Le bureau d'entretien du garage était verrouillé, mais Antoine avait emprunté le double de la clé du trousseau de Geneviève pendant le petit déjeuner, une compétence développée dans des années plus difficiles qu'il n'aurait jamais pensé réutiliser. La serrure céda silencieusement. À l'intérieur, tout était méticuleusement organisé, avec des dossiers étiquetés pour chaque véhicule de la famille. Antoine trouva rapidement celui qu'il cherchait, R8, principal. À l'intérieur, des pages et des pages de rapports détaillés couvraient chaque aspect de l'entretien de la voiture. « Voyons voir », murmura-t-il en feuilletant les documents. La dernière inspection datait du matin de l'accident. Frédéric Legrand, le chauffeur décédé, était connu pour son obsession de la sécurité. Chaque élément était vérifié et signé. Frein, pneus, direction, carburant. Tout était parfaitement normal, à l'exception d'un détail. La signature sur le rapport final semblait étrange, subtile, mais perceptible pour quelqu'un qui avait passé des années à examiner les signatures des passagers. Antoine la compara avec des rapports antérieurs. Oui, il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas. Vous cherchez quelque chose en particulier? Antoine faillit laisser tomber les dossiers. Geneviève se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. « Geneviève, je... »« Pas ici, » dit-elle rapidement, ses yeux vérifiant le couloir. « Retrouvez-moi dans la serre dans 10 minutes. »« Et Antoine ?» Elle hésita. « Faites attention à qui pourrait vous observer. » La serre était une oasis de verre et de verdure à l'arrière de la propriété, rarement visitée, sauf par les jardiniers. Geneviève était déjà là quand Antoine arriva, nourrissant les poissons d'un petit bassin intérieur. « Vous n'êtes pas aussi discret que vous le pensez, » commença-t-elle sans préambule. « Je vous ai vu observer, poser des questions, assembler les pièces. Alors vous savez que quelque chose ne va pas. »« Oui. » Elle soupira, se tournant enfin pour lui faire face. « Et vous n'êtes pas le premier à le remarquer. »« Frédéric ?» Geneviève hocha lentement la tête. « Il est venu me voir le matin de l'accident. Il était bouleversé. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose et qu'il devait parler à Philippe de toute urgence. Mais il n'en a jamais eu l'occasion. Non. » Sa voix trembla légèrement. « Et maintenant, il est mort. » Antoine digéra l'information. « Le rapport que j'ai trouvé dans le garage, falsifié, confirma Geneviève. Frédéric n'aurait jamais signé un rapport sans faire l'inspection personnellement. Et ce matin-là, il était avec moi, discutant de ses soupçons. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à la police ?
parce que je n'ai aucune preuve tangible, et parce que... » Elle baissa la voix. « Je ne sais pas à qui je peux faire confiance. » Des bruits de pas à l'extérieur les firent sursauter, mais ce n'était qu'un jardinier qui passait. Geneviève attendit qu'il s'éloigne avant de reprendre la parole. Frédéric a trouvé quelque chose dans les registres financiers de l'entreprise. Des transferts suspects, des contrats douteux. Il pensait que quelqu'un détournait d'importantes sommes d'argent. Et que cette personne a voulu le faire taire, conclut Antoine, en utilisant les jumelles comme diversion. Précisément, acquiesça amèrement Geneviève. Tout le monde serait tellement concentré sur le drame de leur sauvetage que personne ne remettrait en question les détails de l'accident. Mais il ne comptait pas sur un chauffeur de taxi têtu qui se présenterait au bon moment. Non, elle sourit presque. Ça, ce n'était certainement pas dans leur plan. « Les filles, » commença Antoine, « elles ont mentionné que Frédéric agissait différemment cette nuit-là. » « Comment ça ? » Chloé a dit qu'il conduisait toujours lentement, que la sécurité passait avant tout. Mais cette nuit-là, il allait très vite, termina une voix d'enfant. Geneviève et Antoine se tournèrent de brusquement. Camille se tenait parmi les fougères, toujours dans son uniforme d'école. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Geneviève, essayant de garder sa voix calme. « J'ai oublié mon livre de sciences, » répondit Camille, mais ses yeux restèrent d'eau fixés sur Antoine. Oncle Frédéric était différent cette nuit-là. Chloé l'a remarqué en premier. « Différent comment, Camille ?» demanda doucement Antoine en s'accroupissant à son niveau. « Il n'a pas chanté avec nous dans la voiture. Il chantait toujours. Et ses mains tremblaient. Elle le montra avec ses propres doigts. Chloé lui a demandé s'il était malade. Il a dit que tout allait bien, mais il pleurait. Je l'ai vu dans le rétroviseur. Puis il a commencé à conduire très vite, et puis... » Geneviève serra rapidement la fille dans ses bras, qui avait commencé à pleurer. « C'est bon, ma chérie. Tu as été très courageuse de nous dire ça. » Antoine échangea un regard significatif avec Geneviève, par-dessus la tête de Camille. Frédéric savait que quelque chose allait se passer. Il avait peur. Peut-être qu'il a été forcé de faire quelque chose contre sa volonté. « Camille, » demanda doucement Antoine, « te souviens-tu si oncle Frédéric a parlé à quelqu'un avant que vous ne partiez cette nuit-là » La fille renifla, réfléchissant. Il était au téléphone. Il avait l'air en colère. Puis une voiture noire s'est arrêtée près du portail, mais elle n'est pas entrée. « As-tu vu qui était dans la voiture » Elle secoua la tête. Il faisait nuit. Mais après que la voiture soit partie, oncle Frédéric a agi différemment. Geneviève plissa les yeux. Une voiture noire. Bernard a mentionné avoir vu une Lexus inconnue rôder autour de la propriété cette semaine-là. Nous devons découvrir qui était dans cette voiture, dit Antoine. Les caméras de sécurité, s'exclama soudain Camille. Papa dit toujours que les caméras voient tout. Antoine et Geneviève se regardèrent de nouveau. Les images de sécurité. Comment n'y avait-il pas pensé ? « Camille, ma chérie, » dit Geneviève, « cela reste entre nous, d'accord ? Pense que c'est une mission secrète. » La fille hocha la tête solennellement, ses yeux brillants de l'excitation de faire partie d'une mission. « Je vais l'emmener prendre un goûter, » décida Geneviève. « Retrouve-moi dans la salle de sécurité après que tout le monde soit endormi. » Bernard fait sa ronde à minuit, donc nous aurons une fenêtre d'environ 30 minutes entre les quarts. Antoine accepta, son cœur battant à l'idée d'obtenir enfin des preuves solides. Mais alors qu'il regardait Geneviève emmener Camille par la main, une pensée troublante le frappa. Si leurs soupçons étaient corrects, ils avaient affaire à des gens prêts à orchestrer un accident qui avait failli tuer 2 enfants innocents. Le manoir, la nuit, était un endroit différent. Les couloirs habituellement animés devenaient des tunnels silencieux d'ombre et de clairs de lune. Antoine attendit d'entendre Bernard commencer sa dernière ronde avant de se diriger vers le rendez-vous. La salle de sécurité se trouvait au sous-sol, à côté de la cave à vin. Geneviève était déjà là, tambourinant nerveusement des doigts sur une tasse de thé maintenant froide. « Bernard vient de partir », chuchota-t-elle. « Nous avons environ 25 minutes avant l'arrivée du prochain car. Le système de sécurité était à la pointe de la technologie,
de multiples moniteurs montrant chaque angle de la propriété. Geneviève tapa rapidement un mot de passe, accédant au fichier de la nuit de l'accident. Frédéric a insisté pour moderniser tout le système il y a 6 mois, expliqua-t-elle en faisant défiler les fichiers. Il disait que nous avions besoin d'une triple sauvegarde pour tout. Il savait que quelque chose se préparait, marmonna Antoine. Ici. Geneviève pointa un écran. 23h15. Portail principal. Les images montraient exactement ce que Camille avait décrit. Une Lexus noire s'arrêtant près du portail. La résolution était excellente. Il pouvait voir Frédéric sortir pour parler au conducteur. « Arrête là », dit Antoine. La caméra avait capturé Frédéric se penchant à la fenêtre du conducteur, son langage corporel tendu. « Peux-tu zoomer ?» Geneviève manipula les commandes, zoomant sur l'intérieur du véhicule. Le conducteur était partiellement visible, un homme d'âge moyen portant des lunettes de soleil, même la nuit. « Attends !» Geneviève se figea. « Je le connais. C'est Monsieur Vincent, du département financier de l'entreprise, le même département que Frédéric enquêtait. »« Exactement. Et regarde. » Elle avança la vidéo. Après que Frédéric soit retourné à l'intérieur, la Lexus n'est pas partie immédiatement. Au lieu de cela, le conducteur a passé un appel téléphonique. Quelques secondes plus tard, une deuxième voiture, une berline banale qui passerait inaperçue n'importe où, s'est arrêtée brièvement à côté de la Lexus. 2 voitures, 2 personnes impliquées, pensa Antoine à voix haute. 3, corrigea Geneviève en pointant une ombre bougeante à l'arrière de la berline. Et regarde l'heure. La deuxième voiture part à 23h47. L'heure exacte où j'ai reçu l'appel du dispatch pour la course du col de montagne, nota Antoine, sentant un frisson. Il surveillait la zone pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de témoins, acquiesça Geneviève. Sauf qu'il ne comptait pas sur un chauffeur de taxi qui prendrait réellement une course cette nuit-là, sur cette route. Geneviève commença à copier les fichiers sur une clé USB. Frédéric a dû laisser autre chose. J'en suis sûr. Il était trop méticuleux pour ne pas le faire. Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Geneviève ferma rapidement les fenêtres vidéo, mais laissa la clé USB en cours de transfert. « Quelqu'un arrive », chuchota Antoine. Les pas se firent plus forts. Geneviève jeta un regard paniqué à la clé USB. 89% terminé. Une distraction, décida rapidement Antoine. Donne-moi ton thé. Alors que les pas atteignaient la porte, Antoine fit semblant de trébucher, renversant le thé sur son bras et criant de douleur, une performance convaincante, aidée par ses brûlures encore en cours de guérison. La porte s'ouvrit pour révéler Bernard, qui se précipita pour l'aider. « Moreau, ça va ?»« Désolé, » gémit Antoine. « Je suis venu chercher des analgésiques chez Geneviève, et j'ai fini par... Laissez-moi prendre de la glace. » Geneviève saisit l'occasion, retirant discrètement la clé USB maintenant complète. « Vous ne devriez pas être ici en bas à cette heure, » fronça les sourcils Bernard, bien que son ton montrât plus d'inquiétude que de suspicion. « C'est ma faute, » revint Geneviève avec la glace. « Il avait si mal que j'ai pensé que je devais l'aider. » Bernard accepta l'explication, proposant même d'aider Antoine à remonter dans sa chambre. En chemin, Antoine remarqua que le chauffeur vétéran semblait nerveux, vérifiant les ombres plus souvent que d'habitude. Dans sa chambre, Antoine attendit 1 heure avant d'utiliser l'interphone privé que Geneviève avait discrètement installé quelques jours plus tôt. « As-tu pu regarder le reste des fichiers ?» demanda-t-il quand elle décrocha. « Oui, Antoine, c'est pire que ce que nous imaginions. »« Bien pire. »« Comment ça ?» Frédéric ne se contentait pas d'enquêter sur de l'argent manquant. Il a trouvé des preuves de quelque chose de plus grand, des contrats surévalués, des sociétés écrans, même des liens potentiels avec la corruption politique. Et tout cela mène à qui? Pas encore sûr, mais qui que ce soit, il a accès au plus haut niveau de l'entreprise, le genre d'accès qui permet de couvrir un meurtre en le faisant passer pour un accident. Antoine laissa cela infuser. Les jumelles sont-elles toujours en danger? Probablement pas. Elles n'étaient d'aucune commodité. La diversion parfaite. Personne ne remettrait trop en question les détails avec des enfants impliqués.
Le tollé public, la sympathie pour la famille, tout cela détournerait l'attention des vrais problèmes. « Que faisons-nous maintenant » demanda Antoine, son esprit planifiant déjà les prochaines étapes. Geneviève hésita. « Nous avançons avec une extrême prudence. Demain, je compilerai toutes les preuves, les vidéos, les documents que Frédéric a laissés, les incohérences dans les rapports. Mais, Antoine, oui, s'il y a vraiment une conspiration de cette ampleur au sein de l'entreprise, nous avons affaire à des gens qui ont beaucoup à perdre, des gens qui ont déjà prouvé qu'ils n'ont aucune limite morale. » Antoine se leva et se dirigea vers sa fenêtre. Le clair de lune illuminait les jardins du manoir, créant des ombres qui semblaient danser parmi les arbres. Quelque part au-delà de ces murs bien gardés, les vrais coupables derrière la mort de Frédéric dormaient probablement paisiblement, protégés par la richesse et l'influence. « Je continuerai d'enquêter discrètement, » décida-t-il après un moment. « Bernard en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Et les jumelles elles-mêmes. Parfois, les enfants remarquent des choses que nous, les adultes, manquons. Sois extrêmement prudent, » l'avertit Geneviève. « Le moindre faux pas pourrait... » « Je sais, » interrompit doucement Antoine, « mais je ne peux pas ignorer ça. Pas après tout ce que nous avons découvert. Pourquoi prendre un tel risque? Tu connaissais à peine Frédéric ?» Antoine jeta un coup d'œil aux 2 photos sur sa table de chevet. Isabelle souriant lors de leur dernier été, et les jumelles riant dans le jardin, leur voix joyeuse, presque audible à travers l'image. « Ce n'est pas seulement pour Frédéric, » admit-il. « C'est pour elle. Camille et Chloé ont failli mourir cette nuit-là. Elles méritent de savoir que ce n'était pas juste un accident, que la mort de quelqu'un qu'elles aimaient n'était pas vaine. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil avant que Geneviève ne reprenne la parole. « Tu tiens vraiment à elle, n'est-ce pas ? Plus que je n'aurais jamais cru possible. Alors sois encore plus prudent. Elles ont déjà perdu assez de gens. » Après que Geneviève eut raccroché, Antoine resta éveillé, regardant les ombres bouger à travers les jardins. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, formant une image bien plus sinistre qu'il ne l'avait initialement imaginée. Demain serait un autre jour de normalité apparente, conduire les filles à l'école, sourire aux autres employés, maintenir les apparences. Mais maintenant, chaque couloir recelait des secrets potentiels, chaque conversation anodine pouvait cacher des menaces voilées. La brise nocturne bruissait dans les rideaux, transportant l'odeur des roses du jardin. Antoine pensa à combien sa vie avait changé au cours des derniers mois, d'un chauffeur de taxi en faillite au gardien de secrets potentiellement mortel. « Je vous protégerai » murmura-t-il à la photo des jumelles. Peu importe le prix. La nuit s'étira, et avec elle grandit la certitude que la vraie bataille ne faisait que commencer. Une bataille silencieuse, menée dans l'ombre d'un manoir, cachant bien trop de secrets. Et Antoine, un ancien chauffeur de taxi placé par le destin au bon endroit au bon moment, se trouvait maintenant au centre d'une conspiration bien au-delà d'un simple accident de voiture. Dehors, les arbres chuchotaient dans l'obscurité, comme s'ils essayaient de l'avertir. Certains secrets sont trop dangereux pour être dévoilés. Mais Antoine avait déjà franchi le point de non-retour. La vérité, comme les flammes cette nuit-là sur la route des Grandes Alpes, une fois allumée, ne pouvait pas être facilement éteinte. Et alors que le sommeil l'emportait enfin, une dernière certitude se forma dans son esprit. Demain serait le jour où il commencerait à trouver comment partager ses découvertes avec Philippe. Pour l'instant, dans l'ombre de la nuit, lui et Geneviève étaient les seuls gardiens d'une vérité qui pourrait ébranler les fondations mêmes de l'Empire Dupont. Il était un peu plus de 9 heures du matin quand Antoine et Geneviève se retrouvèrent dans le couloir menant au bureau de Philippe. Les jumelles étaient déjà à l'école et le manoir suivait sa routine normale, ignorant ce qui était sur le point de se produire. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça maintenant ?» demanda nerveusement Geneviève, ajustant le dossier qu'elle tenait. Antoine hocha la tête. Il avait répété ce moment des dizaines de fois au cours d'une autre nuit blanche. Plus nous attendons, plus ils auront de temps pour couvrir leurs traces. Le bureau de Philippe occupait une aile entière au 2e étage, surplombant les jardins. Sa secrétaire les annonça par l'interphone. « Monsieur Dupont,
Antoine Moreau et Madame Geneviève sont ici. Ils disent que c'est urgent. » Il y eut une pause avant la réponse. « Faites-les entrer. » Philippe se tenait près de la fenêtre quand ils entrèrent, une tasse de café intacte sur son bureau en acajou. Son costume impeccable contrastait avec les traits tirés de son visage. Il dormait mal depuis l'accident. Est-il arrivé quelque chose aux filles ? Fut sa première question, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Non, monsieur, » répondit rapidement Geneviève. « Elles vont bien, mais nous devons vous montrer quelque chose à propos de l'accident. » Philippe fronça les sourcils, indiquant les chaises devant son bureau. « Allez-y. » Antoine et Geneviève échangèrent un regard avant qu'elle n'ouvre le dossier et n'étale les documents sur le bureau. « Tout a commencé avec quelques incohérences qu'Antoine a remarquées, » expliqua Geneviève, son ton professionnel démentant sa nervosité. Le rapport d'entretien de la voiture ce jour-là, alors qu'ils présentèrent les preuves, la signature falsifiée, les images de la caméra, le comportement étrange de Frédéric, l'expression de Philippe passa de sceptique à confuse, puis à la compréhension, et enfin à quelque chose qu'Antoine n'avait jamais vu sur son visage auparavant. La peur pure. Arrêtez. Philippe leva la main alors que Geneviève commençait à expliquer les transferts d'argent suspects. Il se leva brusquement, se dirigeant vers le bar dans le coin de son bureau. Il se versa un whisky, le but d'un trait, puis se tourna pour leur faire face. « Vous êtes en train de me dire que la mort de Frédéric, que l'accident avec mes filles, était planifié ?»« Oui, monsieur, » répondit Antoine. « Et celui qui a planifié ça avait accès au plus haut niveau de l'entreprise. » Philippe retourna à sa chaise, s'y effondrant comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Frédéric, il agissait bizarrement cette semaine-là. Il a dû trouver quelque chose. Il a découvert des preuves de détournement de fonds substantiels, expliqua doucement Geneviève. Contrats gonflés, sociétés écrans, et au lieu de venir me voir directement. Philippe passa une main sur son visage, paraissant des années plus vieux en quelques minutes. Il allait le faire ce jour-là, intervint Antoine. Mais quelqu'un l'a découvert. La vidéo le montre confronté au portail par M. Vincent. Vincent ? Les yeux de Philippe s'écarquillèrent de choc. Mon directeur financier ? Geneviève lança la vidéo sur sa tablette. Philippe la regarda en silence, ses traits se durcissant alors qu'il était témoin de la séquence d'événements menant à l'accident. Mes filles ? Sa voix se brisa. Ils ont utilisé mes filles comme un écran de fumée. La tragédie de l'accident détournerait toute enquête plus approfondie, expliqua Geneviève. Personne ne poserait trop de questions avec 2 enfants impliqués. Philippe se leva de nouveau, mais cette fois, sa posture était différente. La vulnérabilité s'était transformée en une fureur contenue qui fit comprendre à Antoine comment il avait bâti un empire si puissant. « Geneviève, faites venir Bernard. Je veux que toute la maison soit bouclée. Personne n'entre ni ne sort sans mon autorisation expresse. » Il décrocha le téléphone. « J'appelle notre équipe juridique et la police. »« Antoine ? » ?»« Oui, monsieur. Vous connaissez les rues de la ville. Vous avez des contacts de vos années de taxi. »« Quelques-uns, » confirma Antoine. « Utilisez-les. Nous devons retracer chaque mouvement de Vincent au cours des dernières semaines. Où il est allé, qui il a rencontré. J'ai déjà commencé à passer quelques appels. » admit Antoine. « J'ai des amis dans les hôtels, les restaurants, d'autres chauffeurs de taxi qui travaillent dans le quartier financier. » Philippe hocha la tête en signe d'approbation. « Bien, très bien. » Il marqua une pause, jetant un nouveau coup d'œil aux photos de l'accident. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt avec ça ?»« Nous voulions être certains, » répondit Geneviève. « Et nous essayions d'épargner plus de traumatismes aux filles. » La mention de ses filles frappa Philippe comme un coup de poing. Il se dirigea de nouveau vers la fenêtre, contemplant les jardins où Camille et Chloé jouaient habituellement. « Elles vous font confiance à tous les deux, » dit-il enfin. « Surtout à vous, Antoine. Depuis l'accident, je ne les ai jamais vues s'attacher si vite à quelqu'un. »« Elles sont spéciales, » répondit simplement Antoine. « Elles le sont ?» acquiesça Philippe, ses yeux brillants de détermination.
Et celui qui a eu le culot d'impliquer mes filles dans ce jeu sordide va apprendre exactement ce qu'un père est prêt à faire pour protéger les siennes. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. La police arriva discrètement dans des voitures banalisées pour éviter d'attirer l'attention. L'inspecteur Lambert et l'inspectrice Martin, les mêmes qui avaient interrogé Antoine à l'hôpital, écoutèrent le rapport avec des expressions de plus en plus graves. « Nous aurions dû creuser plus profondément », admit Lambert en examinant les preuves. Mais avec le sauvetage dramatique des filles, exactement ce qu'il voulait, conclut amèrement Martin. Antoine passa le reste de la journée à passer des appels téléphoniques et à organiser des rencontres discrètes avec d'anciens contacts. Des années à conduire un taxi lui avaient donné accès à un réseau informel d'informateurs, portiers, voituriers, serveurs, des gens qui observaient sans être remarqués. Vincent se montre dans un restaurant près des quais, l'informa un vieil collègue taxi. Toujours le mercredi, toujours avec le même homme. Quel homme ? Je ne connais pas son nom, mais c'est une figure connue. Un politicien, d'après ce que les gens disent. Chaque information était transmise aux enquêteurs, qui construisaient une image plus large de la conspiration. Mais c'est Geneviève qui trouva l'indice le plus critique parmi les fichiers que Frédéric avait cachés. « Regardez ça », montra-t-elle à Antoine. « Une série de transferts d'argent, tous vers la même société offshore, tous personnellement autorisés par Vincent. Mais la société n'existe pas, c'est juste une façade. » Le bruit de portes s'ouvrant en bas la coupa. Des voix d'enfants résonnèrent dans le couloir. Les jumelles étaient de retour de l'école. « Comment leur expliquer tout ça ?» chuchota Geneviève. Antoine regarda par la fenêtre alors que Camille et Chloé descendirent de la voiture, leurs sacs à dos colorés et leurs sourires innocents contrastant vivement avec la gravité de la situation. « Doucement, » répondit-il enfin. « Très doucement. » La nuit tomba sur le manoir Dupont avec un air de tension latente. Une sécurité supplémentaire discrète fut déployée, les caméras revérifiées, les protocoles renforcés. Dans la bibliothèque, Philippe resta avec des avocats et des enquêteurs, planifiant les prochaines étapes. Antoine fit sa dernière vérification des couloirs avant de se retirer. Il s'arrêta brièvement devant la chambre des jumelles où elles dormaient paisiblement, inconscientes de l'agitation qui régnait dans leur maison. « Rien ne vous arrivera, » promit-il à voix basse. « Pas cette fois. » Dans sa propre chambre, il passa en revue les notes de la journée, une dernière fois. Demain, la première phase de l'opération commencerait officiellement. La police avait des mandats d'arrêt prêts, basés sur les preuves que lui et Geneviève avaient rassemblées. Mais alors qu'il se préparait à dormir, Antoine ne put se défaire du sentiment qu'il ne faisait qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand. Vincent était une pièce importante, oui, mais était-il vraiment le cerveau derrière tout ça? Le vent nocturne transportait l'odeur de la roseraie, mêlée à autre chose, l'odeur immistakable d'une tempête qui approche. Quelque part dans la ville, des gens puissants savaient certainement déjà que leur plan avait été découvert. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Un pas à la fois, se murmura Antoine, une habitude qu'il avait développée dans ses jours les plus durs de chauffeur de taxi. Demain serait le jour où la vérité commencerait à émerger publiquement. Mais ce soir, dans l'ombre du manoir, les secrets fraîchement découverts étaient gardés comme un coffre-fort, protégeant non seulement des preuves et des documents, mais surtout deux petites vies qui étaient devenues le centre de l'univers d'Antoine. La tempête arrivait, et cette fois, il serait prêt. C'est Bernard qui apporta l'information qui changea tout. « Je viens de recevoir un appel d'un ancien contact à l'entreprise, » dit le chauffeur vétéran en se précipitant dans le bureau de Philippe, où lui, Antoine et les inspecteurs passaient en revue leurs dernières découvertes. « Vous devez voir ça. » Il posa un vieux dossier sur le bureau. Le papier était jauni, mais le logo de Dupont Entreprises était encore visible dans le coin. « C'est d'il y a 15 ans, » expliqua Bernard, les mains tremblant légèrement en ouvrant le dossier. « De la dissolution du partenariat avec Henri de Valois. » Philippe se tendit visiblement à la mention de ce nom. « Henri ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ?»« Tout, »
répondit Bernard en étalant les documents. Il n'a jamais accepté la façon dont le partenariat s'est terminé. Il a juré qu'un jour... « Attendez, interrompit l'inspectrice Martin. Qui est Henri de Valois ? Mon ancien associé, répondit Philippe, sa voix teintée d'une vieille amertume. Nous avons fondé l'entreprise ensemble, mais il a changé. Il a commencé à faire des affaires douteuses, menaçant la réputation de l'entreprise. Je l'ai forcé à partir pour sauver tout ce que nous avions construit. Et il a juré de se venger, conclut Antoine, commençant à comprendre. Mais c'était il y a 15 ans, objecta l'inspecteur Lambert. Pourquoi maintenant ? Parce que maintenant, il avait le bon soutien, expliqua Bernard en sortant d'autres documents de son dossier. Regardez ici. Henri a passé les 5 dernières années à nouer des liens avec des gens puissants, y compris certains politiciens qui fréquentent ce restaurant des quais, où M. Vincent avait des réunions hebdomadaires, réalisa Antoine alors que les pièces s'assemblaient. Exactement, confirma Bernard. Henri a utilisé Vincent pour mettre en place son réseau au sein de l'entreprise. Le détournement d'argent n'était qu'une partie du plan. Le véritable objectif a toujours été de détruire Philippe de la pire façon possible. En utilisant mes propres filles, dit Philippe, sa voix tremblant d'une fureur contrôlée. Le téléphone sur le bureau sonna, surprenant tout le monde. C'était Geneviève. Philippe, sa voix était urgente. Henri de Valois vient de passer le portail principal. Il dit qu'il a rendez-vous avec vous. Un lourd silence remplit le bureau. Philippe regarda les inspecteurs qui se mettaient déjà en action. « Occupez-le » ordonna Lambert. « Nous allons positionner nos équipes. »« Et les filles » demanda immédiatement Antoine. « Elles sont en sécurité avec moi dans l'aile ouest » répondit Geneviève. « J'ai verrouillé toutes les entrées. Ne le laissez pas s'approcher de ce bureau » dit Antoine à Philippe. « Il pourrait être armé. »« Non » répondit Philippe, un calme dangereux dans la voix. « Je veux le regarder dans les yeux quand il sera arrêté. Je veux qu'il sache exactement pourquoi il est fini. » Les minutes suivantes furent tendues. À travers les caméras de sécurité, ils regardèrent Henri monter le grand escalier. Il ressemblait exactement à ces vieilles photos dans les dossiers poussiéreux, grand, élégant, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Philippe » appela-t-il jovialement en entrant dans le bureau. « Ça fait un bail, vieil ami. » Puis il remarqua les autres dans la pièce et son sourire vacilla légèrement. « Grande réunion » demanda-t-il, sa main droite se déplaçant discrètement vers la poche de son costume. « On peut dire ça » répondit Philippe en gardant sa voix stable. « Nous discutions justement de quelques documents intéressants. » Le regard d'Henri balaya le bureau, s'arrêtant sur le vieux dossier. Son visage changea presque imperceptiblement quand il le reconnut. « Ah, dit-il doucement, je vois que vous avez fouillé dans le passé. » « Le passé » se leva lentement Philippe. « Comme le passé de Frédéric le Grand ? Ou le futur que tu as essayé de voler à mes filles ?» Le sourire d'Henri s'évanouit complètement. D'un mouvement fluide, il sortit un pistolet de sa poche. « Tu n'aurais pas dû aller là, Philippe, » dit-il d'une voix glaciale. Tout était parfaitement planifié. Vincent était le bouc émissaire parfait. Mais toi et tes employés fouineurs, il lança un regard venimeux à Antoine. Vous n'avez tout simplement pas pu laisser tomber. Comme l'accident qui a failli tuer mes filles, exigea Philippe, la colère faisant trembler sa voix. Elles ont 4 ans, Henri. 4. Dommages collatéraux, haussa les épaules Henri. Rien de personnel, juste les affaires. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Philippe se jeta en avant, mais Antoine fut plus rapide. Des années dans la rue lui avaient appris à lire les gens et à anticiper les mouvements. Il plaqua Philippe au sol au moment exact où Henri tira. La balle vola sans danger au-dessus de leur tête. Le chaos éclata. Henri se précipita vers la porte alors que les inspecteurs sortèrent leurs armes. Antoine n'hésita pas. Il se releva d'un bond et se lança à sa poursuite. Ils dévalèrent le grand escalier, traversèrent le hall et entrèrent dans le garage. Henri était étonnamment rapide pour son âge, mais Antoine connaissait chaque recoin de la propriété après y avoir vécu des mois. « Il se dirige vers le garage est » cria-t-il dans la radio que Lambert lui avait donnée. « Il va essayer d'utiliser la sortie de service. »
Henri atteignit une Porsche noire, brisant la vitre avec la crosse de son pistolet. Antoine sprinta vers l'Audi la plus proche, le même modèle que celle détruite dans l'accident, ironiquement. « Antoine !» Bernard apparut, lui lançant un jeu de clés. « Prends la mienne, elle est déjà prête. » L'Audi rugit sous les mains expertes d'Antoine. Dans le rétroviseur, il vit des voitures de police arriver sur la propriété, mais c'était sa chance d'obtenir enfin justice, pas seulement pour Camille et Chloé, mais aussi pour Frédéric. La poursuite se déversa dans les rues de la ville. Henri conduisait comme un homme qui n'a plus rien à perdre, zigzagant entre les voitures et ignorant les feux rouges. Mais Antoine n'était pas un conducteur ordinaire. Ses années de taxi lui avaient donné une connaissance intime de chaque rue, chaque raccourci, chaque bizarrerie de la circulation locale. « Il se dirige vers les quais », relaya Antoine par radio. « Il a probablement un bateau qui l'attend. »« Compris », crépita la voix de Lambert. « Équipe tactiques en route. Maintenez une distance de sécurité. Ne vous mettez pas en danger. » Mais Antoine savait qu'il ne pouvait pas laisser Henri atteindre la jetée. S'il montait sur un bateau, il pourrait disparaître pour de bon. La pluie commença à tomber à verse, rendant les routes glissantes comme des miroirs. La Porsche dérapa dans un virage, manquant de percuter un bus. Antoine saisit l'hésitation momentanée pour se rapprocher. Sa radio reprit vie, mais cette fois, c'était Philippe. « Antoine, dit-il, Geneviève vient de me dire que les filles demandent après toi. Elles ont entendu les coups de feu. » La poitrine d'Antoine se serra. Camille et Chloé effrayées à nouveau. Non, cela devait finir aujourd'hui. Utilisant sa connaissance des rues, il prit un raccourci qu'il savait exister, entre deux entrepôts. La Porsche se dirigeait tout droit vers la route principale des quais. S'il pouvait y arriver le premier, l'Audi sauta par-dessus une rampe de fortune, atterrissant côte à côte avec la Porsche. Henri, pris par surprise, donna un violent coup de volant. Sous la pluie battante, la voiture ne put se rétablir. La Porsche fit un tonneau, 2, 3, un écho terrible de l'accident qu'il avait planifié pour les jumelles. Quand elle s'arrêta enfin, elle gisait sur le toit, de la fumée s'échappant du moteur. Antoine freina brusquement l'Audi et courut vers la voiture renversée, le cœur battant. Non loin de là, il pouvait entendre les sirènes approcher. Henri était vivant, coincé par sa ceinture de sécurité, du sang coulant d'une entaille sur son front. Ses yeux se fixèrent sur Antoine. « Toi » siffla-t-il. « Ce maudit chauffeur de taxi qui a tout gâché. »« Non » répondit Antoine, s'assurant qu'Henri était bien coincé jusqu'à l'arrivée de la police. « Tu t'es ruiné toi-même quand tu as décidé d'impliquer 2 enfants innocentes dans ton plan de vengeance. » Des voitures de patrouille s'arrêtèrent en crissant des pneus, des officiers envahissant la zone. Lambert et Martin les atteignirent les premiers, armes au poing. « Il est coincé », informa Antoine, en reculant pour laisser la police gérer la situation. C'était fini. Mais alors qu'il les regardait sortir Henri de l'épave et le menotter, Antoine sut que certaines choses ne faisaient que commencer. Guérir la trahison, reconstruire la confiance, le processus de rétablissement pour toutes les personnes impliquées, en particulier 2 petites filles qui avaient vu plus de choses qu'elles n'auraient dû à leur âge. Son téléphone vibra. Un message de Geneviève. Elle demande si tu peux leur lire une histoire pour s'endormir, comme toujours. Antoine sourit, sentant le poids des derniers jours commencer à se lever. Il jeta un dernier regard à Henri qui était embarqué dans la voiture de police, puis remonta dans l'Audi. Il était temps de rentrer à la maison, temps de lire des histoires à fin heureuse à 2 petites guerrières qui ne méritaient rien de moins. Le reste, enquête formelle, procès, conséquences, pouvait attendre demain. La pluie commença à se calmer alors qu'il repassait les portes du manoir. Un faible arc-en-ciel se forma à l'horizon, comme si la nature elle-même voulait symboliser la fin d'une tempête et le début de jour plus lumineux. Antoine gara la voiture et prit une profonde inspiration, laissant l'adrénaline de la poursuite se dissiper. Quelque part à l'intérieur du manoir, 2 petites voix débattaient probablement déjà de l'histoire qu'elles voulaient entendre ce soir.
Pour la première fois depuis l'accident, il savait qu'il pouvait leur promettre avec une certitude absolue que le cauchemar était vraiment terminé. Le palais de justice était bondé le jour du verdict. Antoine observait depuis la galerie, tandis qu'Henri de Valois, autrefois un homme d'affaires puissant, maintenant vêtu d'une combinaison orange, faisait face aux conséquences de ses actes. Pour les crimes de complot, tentative de meurtre, détournement de fonds et obstruction à la justice, prononça la juge, sa voix résonnant dans la chambre silencieuse. Ce tribunal condamne l'accusé à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Philippe, assis à côté d'Antoine, expira audiblement. C'était la fin d'un chapitre sombre qui avait commencé cette nuit brumeuse sur la route des Grandes Alpes. Monsieur Vincent et les autres acteurs avaient déjà conclu des accords avec le procureur, révélant toute l'étendue du complot en échange de peines plus légères. « C'est vraiment fini ?» demanda doucement Camille, de l'autre côté d'Antoine, sa petite main serrant la sienne. « Oui, ma princesse », confirma-t-il en souriant à elle et à Chloé, qui suivaient les débats avec une maturité au-delà de leur âge. En quittant le palais de justice, une petite foule de journalistes les attendait. L'histoire du chauffeur de taxi qui avait sauvé les héritières Dupont puis aidé à démasquer une conspiration avait captivé l'imagination du public. « Monsieur Moreau, que ressentez-vous maintenant que justice a été rendue ? Monsieur Dupont, est-il vrai que vous prévoyez de créer un fonds pour aider les chauffeurs de taxi en difficulté ?» Philippe leva la main pour obtenir le silence. « Nous ferons une déclaration officielle plus tard. Pour l'instant, ma famille a besoin d'un peu d'intimité. » Sur le chemin du retour au manoir, Antoine regarda dans le rétroviseur les jumelles s'endormir à l'arrière, épuisées par une journée émotionnellement éprouvante. Philippe semblait également perdu dans ses pensées. « Tu sais, dit enfin Philippe, je ne t'ai jamais vraiment remercié correctement. »« Monsieur ?»« Philippe, le corrigea-t-il avec un sourire. Après tout ce que nous avons traversé, je pense que nous pouvons laisser tomber les formalités. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Tu n'as pas seulement sauvé mes filles cette nuit-là, tu as sauvé notre famille, encore et encore. J'ai juste fait ce qui était juste. » « Non. » Philippe secoua la tête. « Tu as fait beaucoup plus. C'est pourquoi je veux que tu restes, de façon permanente. » Antoine ajusta le rétroviseur, croisant le regard de Philippe. « Que veux-tu dire ? » Comme chef de la sécurité et des transports de la famille. Le poste est vacant depuis... Enfin, tu sais, je ne vois personne de plus qualifié ou de plus digne de confiance. Antoine pensa à son ancienne vie de chauffeur de taxi, aux nuits solitaires à conduire dans la ville, à son petit appartement maintenant vide. Puis il regarda de nouveau les jumelles, dormant paisiblement à l'arrière. « Ce serait un honneur, » répondit-il simplement. Le manoir Dupont avait changé au cours des derniers mois. L'atmosphère de formalité excessive avait laissé place à quelque chose de plus chaleureux. Les rires des jumelles résonnaient plus souvent dans les couloirs, et même Geneviève semblait plus à l'aise. « Ils avaient besoin de ça », remarqua la gouvernante un après-midi, regardant Antoine jouer à chat avec les filles dans le jardin. Une figure paternelle qui peut offrir non seulement de l'autorité, mais aussi de l'affection. Antoine et Geneviève avaient développé une amitié étroite depuis l'enquête. Elle l'aidait à s'adapter à son nouveau poste, tandis qu'il apportait une perspective différente à la gestion de la sécurité du manoir. « Les caméras sont importantes, » expliqua-t-il lors d'une réunion du personnel. « Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est de connaître les gens, de bâtir la confiance, de créer une communauté. » Cette philosophie s'étendit au-delà des murs du manoir. Inspiré par l'histoire d'Antoine, Philippe créa la Fondation Nouveau Chemin, un programme pour aider les chauffeurs de taxi et les chauffeurs professionnels en difficulté. « Nous voulons donner aux autres la même chance que le destin m'a donnée, » expliqua Antoine dans un journal local, se tenant aux côtés de Philippe lors du lancement du projet. Les mercredis après-midi devinrent sacrés dans son emploi du temps. C'est à ce moment-là qu'il faisait du bénévolat à la Fondation, écoutant des histoires comme la sienne et offrant non seulement une aide financière, mais aussi de l'espoir. « Tu as changé cette maison, » lui dit Philippe un jour, trouvant Antoine au bureau en train d'examiner les rapports de sécurité. « Tu nous as tous changés.
Vous m'avez changé aussi, répondit honnêtement Antoine. C'était vrai. L'homme amer qui avait tout perdu, y compris l'espoir, avait maintenant un but, une famille et un endroit où appartenir. Un dimanche matin particulièrement beau, Antoine conduisait un Range Rover le long de la route des Grandes Alpes. Mais cette fois, il n'y avait ni brouillard ni danger, juste un soleil radieux et le chant joyeux des jumelles à l'arrière. « Plus vite, Antoine !» cria Camille avec enthousiasme. « Plus lentement !» taquina Geneviève depuis le siège passager, bien qu'elle souriait aussi. Philippe, assis entre ses filles, avait l'air plus jeune et plus détendu que jamais, le poids de la trahison et du complot enfin levé de ses épaules. Il se rendait à un pique-nique, une nouvelle tradition familiale des Dupont. Antoine se gara au même endroit où, des mois plus tôt, il avait sauvé les jumelles des flammes. Mais maintenant, le lieu avait une signification différente. « C'est ici que notre famille a vraiment commencé », dit Philippe en aidant à étaler la nappe de pique-nique. Les jumelles coururent dans le champ, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. Geneviève organisa le panier avec son efficacité habituelle, ses yeux brillants d'affection en le regardant. Antoine s'éloigna un peu, observant la famille qui était devenue la sienne. Dans la poche de sa veste, son ancienne alliance partageait maintenant l'espace avec les clés du manoir, non pas comme un fardeau du passé, mais comme un rappel que l'amour peut prendre de nombreuses formes. « Antoine, viens voir ce qu'on a trouvé », appela Chloé en agitant la main avec enthousiasme. Il sourit, marchant vers elle. Le soleil brillait sur la route de montagne, la même vue qui avait autrefois été témoin de tant de douleurs, servant maintenant de scène à une joie pure. La vie était drôle comme ça. Parfois, il fallait traverser les nuits les plus sombres pour trouver la lumière la plus brillante. Antoine l'avait appris à la dure. Mais maintenant, en regardant Camille et Chloé courir vers lui, tenant des fleurs sauvages, il savait que chaque parcelle de douleur en avait valu la peine. « Pour toi » dirent-elles à l'unisson, lui offrant leur bouquet de fortune. Antoine s'agenouilla pour accepter les cadeaux, son cœur débordant d'amour pour ces petites que le destin avait placées sur son chemin. Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue, mais c'était exactement la vie dont il avait besoin. « Merci, mes princesses, » dit-il en les serrant dans ses bras. Et là, sous le ciel bleu vif des montagnes, entouré de sa nouvelle famille, Antoine Moreau, ex-chauffeur de taxi, héros malgré lui, et maintenant gardien de 2 petites âmes précieuses, trouva enfin son vrai chemin. Le voyage avait été long et plein de virages dangereux, mais le destin savait exactement où il devait aller. Et maintenant, enfin, il était à la maison.